refroidissement urbain, ce qui aux Émirats est tout à fait important. Et Engie accompagne également ses clients vers un zéro carbone. Hein. Donc Carmen est la Chief Procurement Officer de Engie Middle East. Elle est basée aux Émirats arabes et je la remercie de bien avoir voulu partager avec nous son expérience. Qu'est-ce que la supply chain de Engie a pu assumer, bien faire, et quels sont les changements qui sont maintenant à envisager pour la suite. Carmen? Merci Hélène pour l'introduction et aussi pour l'invitation à participer et partager. Avant de commencer la session, je voulais vous dire que je vais enregistrer, donc simplement que vous sachiez, vous avez un petit message à l'écran, je voulais que message, on va l'enregistrer. Donc c'est vrai que tu l'as très très bien dit, les derniers mois ils ont été très bouleversants. On pensait qu'il s'agissait d'une situation très ponctuelle et au fur et à mesure que les changements ils sont arrivés, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose, c'est pas une crise qui va finir de façon brusque. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on n'est pas en train de courir un sprint, on est en train de courir un marathon. Et effectivement, pour Engie dans les Moyen-Orient, ça a été la chaîne d'approvisionnement et supply chain a été critique. Nous, on produit de l'eau potable, de l'électricité et aussi des services essentiels. Bah, tu as mentionné Tradgrid, c'est de l'eau, c'est des réseaux d'eau froide. Et ceux qui sont qui connaissent un peu les Moyen-Orient, il fait très chaud. Donc, c'est vraiment de l'essentiel. Mais bon, on a d'autres services aussi qui sont aussi importants. Donc, un tout petit peu, comment est-ce qu'on va dérouler la séance. Peut-être pour me présenter, moi, ça fait 11 ans que je travaille chez Engie ici, dans les Moyen-Orient. Je suis espagnole, donc c'est là, de temps en temps, il y a mon français qui patine un tout petit peu, pour que j'échange à l'anglais. Ben, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à me dire. Et alors, les règles de l'appel, on est quand même beaucoup, donc je vais faire un mute all, ça veut dire que je suis en train de fermer tous les micros. Si vous voulez pas poser des questions pendant la séance, je vous propose que vous utilisiez la boîte des conversations qui est à droite et on répondra les questions au fur et à mesure. Et bien sûr, à la fin de la séance, on aura une session des questions-réponses. À ce moment-là, on vous inviterait soit d'utiliser la boîte des conversations, soit ouvrir votre micro et poser la question directement. Et aussi, pour une raison pratique et des vitesses Internet, on vous demande de désactiver votre caméra. Je garde la caméra, comme ça, si vous voulez me regarder, vous pouvez. Sinon, vous pouvez mettre toute petite. Et à la fin, ben, je passerai la main à nouveau, la parole à elle. Donc, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. C'est vrai que c'était la Chine qui a eu les premiers symptômes, il a eu les premiers effets. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et la question qu'on se pose tous, comment est-ce qu'on peut mieux se préparer pour l'avenir? Bon, je voudrais bien avoir la balle de cristal et vous dire de quoi il est fait l'avenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est se préparer au mieux. Et se préparer au mieux, ça veut dire planifier, mais ça veut dire aussi accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à planifier et qu'il faudra gérer d'une façon complètement sur l'état. OK? Donc, avant de commencer, ce que je voudrais, parce qu'on a tous vécu, on est en train de vivre, c'est le cas de l'Amérique latine, on est en train de vivre d'une façon assez forte les Covid, on a vécu les conséquences du Covid. Donc, vos départements achats, comment est-ce qu'ils s'étaient préparés et comment est-ce qu'ils ont réagi à cette crise? Est-ce qu'ils ont été capables d'absorber la charge de travail? Est-ce qu'ils ont été capables de contacter les fournisseurs? Les choses qui sont bien faites, ben, ça, ils sont très bien faits. D'autres choses qui ont dit, bon, là, ils pourraient améliorer. Et c'est vrai que quand on a des activités commerciales dans lesquelles les achats et la gestion des fournisseurs, ils sont clés pour les succès de nos activités, la chaîne d'approvisionnement, les supply chain, les achats, ils ont été très,
très sollicités. Et on va le voir lors de la présentation qu'on on a été exposé d'une façon très particulière. Donc, j'inviterai à tout le monde, bien, c'est parce que vous travaillez avec des gens des achats, comme clients internes, comme managers, de vous poser des questions. Et ce qui est très particulier, c'est qu'à la fin, on va toujours voir qu'il y a trois catégories de situations ou de points dans lesquels on a dit les gens, ils ont été très bien. On avait des gens avec les bonnes compétences, ils ont su s'adapter, être agiles, ils ont été capables de gérer les fournisseurs, de venir avec des réponses innovatrices et aussi de coordonner en interne. Peut-être pas. Bon, c'est une question assez posée. Et ça, c'est important parce qu'on est en train de casser des concepts, des profils acheteurs dans lesquels on suit une procédure. Bon, bah, ici, on était en dehors de toutes les procédures. L'autre point qui est assez intéressant à évaluer, c'est quels sont les outils. C'est vrai que quand on voit les acheteurs, souvent on les voit avec l'ordre d'achat en papier, en train de la faire passer pour signer. Bon, on a travaillé de la maison de façon digitale, du jour au lendemain. Donc, est-ce qu'on avait les bons outils pour communiquer avec les fournisseurs, avec nos partenaires en interne, de récupérer les informations et est-ce qu'on était en train de les documenter? Ça, c'est très important. Et ça va créer une accélération des sociétés qui, pour raison des manques des ressources, soit du personnel, soit des budgets, on a dit vraiment les systèmes, on peut attendre. Bon, maintenant, les systèmes, vraiment, ils vont prendre une nouvelle importance et je pense que ça va avoir une accélération de la digitalisation de la fonction. Et bien sûr, on est en train de voir les procédures. On a Sacha, j'imagine que si vous travaillez avec les achats, c'est la procédure, il faut suivre la procédure. Je pense que j'ai jamais eu autant d'exceptions et aussi autant de nouvelles tournures, des changements des processus qui font qu'on s'aperçoit que peut-être une procédure, une façon de faire qui était 3-4 ans, aujourd'hui, il pourrait être allégé et qui nous permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. C'est exactement ça que nous avons besoin et aussi de prendre les décisions au bon niveau. Aussi, ça a été vraiment les gens qui doivent prendre ces décisions, ils les ont prises et on a enlevé beaucoup de gens qui étaient dans la chaîne des vérifications et des approbations qui peut-être, bon, ils étaient là d'une façon historique ou parce que c'est son chef. Bon, c'est changer ça. Je dirais qu'il y a ces trois sujets sur lesquels vous pouvez vous poser les deux questions, des choses qui sont fonctionnées et si je veux rester agile, qu'est-ce qu'il faut que j'échange? Et on revient à la question qu'on a, Hélène et moi, on en a parlé, c'est qu'on n'est pas, la crise n'est pas finie, même dans les Moyen-Orient, je ne parle pas de l'Amérique latine qui sont en pleine crise. Et on commence déjà à voir des effets qui perturbent un tout petit peu la façon qu'on aurait travaillé de façon normale. Bon, des effets des télédélivrations au niveau des prix, fournisseurs qu'on appelle, ils ne sont pas là. Et des fournisseurs qui changent de date de livraison par rapport à des choses qu'on avait confirmées. Ou l'achat, et ça, je pense que si vous êtes dans la production, comment est-ce qu'on protège nos personnels sur le terrain? C'est l'achat de plein de choses qu'on n'avait jamais vues et qu'on n'a jamais pensé. Donc, si vous avez déjà entendu les noms VUCA, VUCA en anglais, c'est Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. En français, en fait, je ne l'ai pas traduit parce que ça tombait pas très, ça faisait pas bouquin, mais bon, c'est la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Et c'est les mondes dans lesquels on habite aujourd'hui avec le Covid. Ça veut dire que les règles ils sont changées des jours au lendemain, même si les règles ça avait été changées, on ne savait pas très bien comment les appliquer. Des gens qui étaient sur un pays, ils s'étaient bloqués, ils ne pouvaient plus voler. Ils ne pouvaient pas revenir, on ne pouvait pas déplacer des experts, des changements des règles des douanes et le fait de fermer l'exportation et l'import de certains produits qui étaient liés à la protection du personnel comme des masques. C'est vrai que ça a été vraiment au jour pour jour. On partait le soir et on ne savait pas si le lendemain, on aurait un nouveau set de règles. Bon.
ça va continuer. Et dans les Moyen-Orient, avec les nouvelles conditions de voyage, on le voit. Ça continue à changer. Il faut rester flexible, il faut rester à l'attente de nouvelles informations, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire et quel est mon impact. Et après, aller trouver des interlocuteurs en interne et de dire, voilà, ce qu'on a fait la semaine dernière n'est plus valable cette semaine. Il faut essayer de fournir de nouvelles solutions. Donc, on va voir un tout petit peu comment est-ce que nous, chez Engie, dans la région, on a 26 centrales de production d'électricité. On est circa 6000 personnes au total, à 100%, sans compter les partenaires. Mais on a eu des changements énormes dans une période de temps très, très courte. Donc, pourquoi on était critique? Bon, déjà, il fallait assurer la protection du personnel. Nous, on ne pouvait pas arrêter la production d'eau, on ne pouvait pas arrêter la production d'électricité. Et disons que aussi, quand le Covid est arrivé et toutes les restrictions sont arrivées, nous, on avait la maintenance de nos grandes machines, il était en cours. Ça veut dire qu'on avait des équipes assez nombreuses en train de faire la maintenance. Et on avait besoin d'experts très, très de niche qui devaient bouger, qui devaient venir, qui devaient aller. Bon, ça n'a pas eu, on n'a pas pu faire. Donc, comment est-ce qu'on fait? Aussi, des déplacements des outils. Donc, ça a été vraiment critique à ce niveau-là et assurer que tous ces gens-là qui travaillent, parfois 200, 300 personnes, ils s'étaient bien protégés. Après, bien sûr, dans toutes les sociétés, okay, et ça, c'était pas Engie, tout le monde a reçu la consigne de la maison mère, il faut protéger le chiffre d'affaires. Donc, si on peut continuer à produire, il faut assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin. Nous, on produit de l'eau potable et de l'eau désalinissée. La quantité de produits chimiques qu'on achète et qui traversent les frontières au Moyen-Orient, c'était critique. Bon, il faut assurer. Bon, comment est-ce qu'on fait? C'était une question à gérer. Ce n'est pas seulement parce qu'on voulait assurer, mais aussi comment est-ce qu'on pouvait stocker au-delà de la capacité qu'on avait sur place pour assurer que si jamais il y avait une frontière qui était fermée de jour au lendemain, on pouvait encore continuer à produire les temps que la situation revient au calme. Bon, bien sûr, les achats, premier objectif, réduire les coûts. Bon, en voyant de toute cette situation dans laquelle la priorité c'est de trouver le matériel, il fallait quand même assurer qu'on essayait de trouver les meilleures conditions. Et c'est qu'on voit aujourd'hui, comme on dit, en train de sortir de la crise, oui, tout le monde a réduit les coûts en DNA parce qu'on a voyagé moins, on a dépensé en certaines choses beaucoup moins. Là, il y a toutes les sociétés qui ont un objectif, comment est-ce qu'on peut assurer les résultats qu'on avait annoncés l'année dernière. C'est vrai que dans certains cas, on a une réduction de production, donc ça implique une réduction de. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait les semaines précédentes, mais dans lesquelles c'est un travail de fond. Et d'ici à la fin de l'année, ça va être une de nos priorités. Et bien sûr, l'autre chose dans laquelle était clé, c'était de tenir la finance sur la protection du cash. Et c'est là où ça devient l'ambiguïté. Okay? Comment est-ce que je peux dire j'assure mon cash? Il faut encore que je paye mes fournisseurs. Donc, c'était bon, voilà. Comment est-ce que je gère tout ça? Il faut, les prix est important, mais la disponibilité est encore plus importante. Donc, où est-ce que je fais ça? Je parle à un fournisseur aujourd'hui, demain, il n'a plus le matériel. Donc, il fallait prendre des décisions de façon très rapide et au bon niveau. Donc, c'est clair. C'était au niveau logistique. Ça a été vraiment très difficile. Les transports par terre, par camion. D'un coup, il a fallu trouver des transports par bateau ou par avion, qui était très cher, dû au fermement de frontières. Une chose qui est arrivée et que personne n'avait prévu, c'est qu'il est dû à l'arrêt brusque et brutal du commerce avec la Chine. La plupart des conteneurs, ils étaient en Chine. Donc, on voulait ramener du matériel de l'Europe et on n'avait pas de conteneurs. Il y avait aussi les changements de réglementation, on avait déjà parlé. Donc, la logistique, et souvent, c'est plutôt un service de support aux achats.
est devenu vraiment critique pour assurer qu'on avait tout ce qu'on avait besoin. Bon, des fournisseurs qui sont fermés, qui n'ont pas les systèmes digitaux pour pouvoir faire face, ils ne répondent pas. On ne sait pas. Oui, même s'ils répondent, ils sont incapables de dire s'ils sont continués à produire ou non, quels les stocks ils sont. Parfois, c'est des fournisseurs qui sont bloqués par un ceinture. Et ça, c'est quelque chose qui nous est arrivé dans les Émirats. Très particulier. On a réussi à émettre un permis de transport, un permis pour bouger dans une situation de blocage, un fournisseur de produits chimiques. Et bien sûr, il a utilisé, mais les transports de ces produits chimiques, ils étaient faits par un fournisseur tiers qui n'était pas considéré, qui n'avait pas inclus dans cette lettre et cette exception. Donc, d'un coup, on a été bloqué à cause de ça. Bon, on apprend et on a essayé de réagir très vite. Et on a eu des évaluations des nouveaux fournisseurs de façon très vite, des dernières minutes, parce que les fournisseurs, nos préférences n'avaient pas, ou il n'y avait pas de matériel disponible. Aussi parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bons experts qui étaient disponibles. Bon, et les besoins urgents, en plus, d'autres besoins urgents, la chaîne de production et tous les équipes achats, on a travaillé 7 jours sur 7 de façon continue. Et c'était pas, je le dis pas moi je travaille ici dans un bureau, mais les gens dans les centrales, les gens dans les entités et dans les projets, ils sont travaillés jour et nuit pour assurer que tout soit livré en temps et en heure. Et si c'était pas assez, en plus, il y a les rapports qu'on a demandés pour assurer un autre management et un autre actionneur qui en prenaient les bonnes actions. Et aussi pour essayer de prévoir l'avenir. L'autre chose qu'on a fait, c'est ici dans les Moyen-Orient, on dit qu'on est en train de sortir, mais mes collègues de l'Amérique latine, ils sont en train de rentrer. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation que je puisse partager? C'est exactement ce type de réunions qu'on fait avec eux. On les fournit des listes, des choses qu'il faut regarder. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut? C'est que notre chaîne d'approvisionnement soit plus robuste. Ça, c'est un. Et deux, c'est que mon équipe soit mieux préparée si jamais ça nous arrive à nouveau. Donc, comment est-ce qu'on va préparer l'avenir? On a parlé des VUCA, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Donc, on va essayer quel est l'outil qu'on a. Ça s'appelle le VUCA Prime. Et le VUCA Prime, on va combattre cette volatilité en fournissant une vision d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On est prêt autant que possible. Hein, comme on a dit. Bon, les uncertainty, pour l'incertitude, on va la combattre pour dire il faut comprendre, les understanding. Bon, qui sont les parties prenantes? Mes fournisseurs et mes clients internes. Quels sont leurs problèmes, mais aussi leurs capacités et des potentiels et des synergies potentielles. Et ici, j'ai un exemple que je voudrais bien mettre en best practice. Il y a eu un des fournisseurs des services des NG Solutions qui a eu bloqué en entière un bâtiment dans lequel il avait logé des équipes pour donner les services. Donc, d'un coup, ils se sont retrouvés bloqués. Ils ne pouvaient pas donner des services à NG Solutions. Et NG Solutions, il y avait des clients qui avaient dit on a besoin de moins de services, donc on avait du personnel disponible. Il y a les fournisseurs qui sont venus vers nous en disant j'ai un problème et on a aidé à trouver, à résoudre les problèmes. Donc les fournisseurs ont continué à délivrer des services avec ses clients et nous on a optimisé la charge de travail de notre équipe. Donc ça c'était très bien. Mais pour ça il faut connaître les fournisseurs, il faut connaître quels sont les problèmes et il faut avoir une communication très ouverte. Bon, les complexities, on va essayer la complexité, on va essayer de la combattre avec une clarté, de clarity. Et ça, c'est la communication en interne et en externe. Et ça, c'est d'autant plus important parce que ce qui est aujourd'hui valable, probablement, il ne sera pas valable demain, la semaine prochaine. Et au niveau de l'ambiguïté, on va la combattre avec l'agilité. Donc, comme je dis, c'est accepter que le plan
il peut être changé à quel moment et de prendre ça avec de la positivité et pour les achats, surtout avec la proactivité. Et c'est là où je suis très, très fière de cette équipe qu'on a à travers de la région parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas attendu de dire ça, c'est la responsabilité d'eux. Et on a vu un problème, un risque apparu sur un fournisseur et on a pris ça en main et on a travaillé avec les équipes de production comme on n'avait jamais travaillé. Donc, bon, très bien, ça c'est très joli. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je peux vous raconter un tout petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire chez Engie parce qu'on sait qu'on va continuer à changer. Donc, la première chose, c'est de faire un plan. On a essayé de récupérer toutes les expériences qu'on a eues dans les 3 derniers mois. Comme je vous ai dit, on est en train de partager ça avec nos collègues dans d'autres régions. Aussi, on partage des informations des fournisseurs qu'on a en commun. Donc, on essaye de partager des signes d'alarme ou des changements des fournisseurs, des choses, des problèmes qu'on a eus. Donc, ça, c'est une base pour l'avenir, c'est la collaboration et pourquoi pas au-delà de notre propre société. L'autre chose que j'ai remarqué, et ce n'est pas seulement dans Mescat, mais aussi dans l'autre région et dans les autres business units d'Engie, c'est que les achats, on a repris de la visibilité et parce qu'on travaille beaucoup plus de près avec la finance, avec les opérations, la maintenance et on a pris vraiment un rôle beaucoup plus actif. Et avant, on faisait notre travail peut-être en disant en une fonction support. Aujourd'hui, on demande qu'il faut qu'il y ait une fonction opérationnelle. Et on devient vraiment un acteur qui démontre la valeur ajoutée. Donc, on est en train de faire un plan d'action. Et ça, c'est en base de nos expériences. Il faut rester connecté, on l'a déjà dit. Mais il faut être très clair par rapport, il faut très bien comprendre les understanding, la compréhension de quels sont les objectifs de nos clients en interne, mais aussi de nos fournisseurs. Donc, essayer d'être préparé pour des nouvelles situations qui arrivent, qui peut nous aider, quels sont les outils qu'on a dans notre boîte de solutions. La base des fournisseurs, ça va être très clé. Donc, où on avait un fournisseur avant, peut-être aujourd'hui, on va essayer de trouver un de ces fournisseurs. Où on a des fournisseurs qui ont laissé la Chine, vraiment très, très, très bon marché. Bon, il y a aussi des fournisseurs locaux qui apportent une valeur ajoutée. Et cette mix, cette mélange, une bonne proportion qui va être important à gérer. Parfois, il va falloir revoir quels sont nos partenaires stratégiques. C'est peut-être un petit fournisseur qu'on ne pensait pas, qui s'avère critique pour notre chaîne de production. Ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Et c'est surtout les points faibles pour voir comment est-ce qu'on peut les fortifier. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'on est en train de mettre en place déjà, et dans la première révision, c'est on est en train d'évaluer nos plans as we go. Donc, c'est changement progressif. Ça, c'est une méthode de gérer les projets, surtout digitaux. Au lieu de faire un projet qui est très long, très précis et très complète, on essaye de bouger par petits pas. Et du moment où on voit que on ne va pas dans la bonne direction, on revient un tout petit peu en arrière et on reprend. La question, ici, ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'avoir un plan parfait, infallible, à 100% parfait, parce qu'on ne va pas l'avoir. Il faut essayer de bouger à chaque fois un tout petit peu. Et on a un plan. On a un plan aujourd'hui chez Engie, on a un plan à 18 mois, mais on les revoit, je ne dirais pas toutes les semaines, mais toutes les 4 semaines, on est en train de les revoir. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on continue dans cette ligne? Et pourquoi c'est important? Parce que les priorités, ils vont changer. Donc, d'un côté, toute la préparation, je le vois, de la maintenance qu'on va faire l'hiver prochain, ça va être très différent de la préparation qu'on a fait l'hiver dernier. Donc, on a fait un plan.
Mais bon, je sais que mes collègues en Europe, ils sont en train de mettre ces plans en place, ils vont l'utiliser. Donc, très possiblement, dans 4-6 semaines, je vais avoir de nouvelles informations sur des choses qu'il faut que j'élimine ou que je rajoute. Et ça va être clé pour réussir. Voilà. Et la suite, ça va être comment est-ce qu'on va faire. C'est Carmen, c'est très, très bien. Donc, nous, on a pris les valeurs de l'entreprise, d'Engie, et on a mis la mission de l'entreprise et surtout quel est notre rôle ici dans les séminaires. Donc, on a regardé, voilà, quel est le profil des individus qu'on a dans l'équipe, quelles sont les compétences au niveau de communication, au niveau digital, analytique et, comme j'ai noté avant, la proactivité. Et c'est là où les profils des acheteurs, ils vont changer d'être un profil administratif à un profil très actif et un profil opérationnel. Donc, il va falloir qu'on ait des gens qui puissent parler en interne à un contrôleur financier, à quelqu'un de la maintenance, à mon responsable de production et qui est capable d'aller voir pour une urgence mon directeur général pour dire ça, j'ai besoin d'une exception, j'ai besoin de votre approbation tout de suite. Et en plus, essayer de voir et de prendre les choses en main et pas attendre, ah non, ça ne fait pas les sachets. On est une équipe et je pense qu'on est tous fiers de dire à la fin, on a réussi à maintenir toute la production. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec moi? Finalement, c'est Engie. L'accélération de la mise en place des nouveaux outils, voilà, il y a la digitalisation, l'intégration et aussi la disponibilité des données. Et c'est quelque chose qui, je sais, il n'y a pas tout le monde qui a cette capacité de recueillir des informations, mais c'est très difficile de prendre des décisions quand on ne sait pas ce qui se passe dans les terrains. Nous, on a des systèmes, on travaille, bon, je ne veux pas faire la pub, mais nous, on travaille avec Office 365. Et donc, on a utilisé des outils pour recueillir des informations du terrain vers les hauts de façon très simplifiée, pour éviter les emails. On a 26 centrales, on a, je pense que c'est une trentaine d'entités opérationnelles. Si on commence à envoyer des emails pour recevoir des informations, on n'aurait jamais réussi à traiter toutes ces données. Donc, la première semaine, la deuxième semaine, c'était un peu pratique. Et après, il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit, bon, il faut qu'on change ça. On va faire comme ci, comme ci, comme ça. Bon, on a commencé à traiter. Les dernières semaines, c'est jeudi matin, on avait tout l'état des lieux, des produits chimiques, des matériels de protection personnelle. On avait tout. Simplement, oh, ah, il y a quelqu'un qui a oublié. Et ça, c'est très important. L'autre chose qui s'est passée, c'est que nous sommes partis chez nous du jour au lendemain. C'était au milieu d'une semaine. Donc, et l'équipe avait accès à tous les contrats, à toutes les informations, à toutes les présentations, à tous les reportings et à toutes les données. On n'aurait pas été capable de faire ça et de faire ce qu'on a fait si cette information ils ne savaient pas être disponibles. Et bien sûr, comme aujourd'hui, on est tous sur Teams, c'est comme ça qu'on a regardé les contacts avec l'équipe achat, mais aussi avec l'équipe opérationnelle. Je pense que je n'ai jamais fait autant de réunions en digital que dans les 3 derniers mois. Je pense que c'est le cas pour tout le monde et je trouve que c'est assez parlant. Pour les achats, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui est Document Management System, des contrats, tout ce qui est e-auction, e-article, tout ça, ça va prendre une dimension et on va accélérer, comme je dis au tout départ, on va accélérer. C'est quoi autre on parle? On parle des procédures, ils sont beaucoup plus souples. On parle de procure to pay, donc vraiment la procédure achat, la gestion du stock, OLE, Supply Relationship Management. Donc, ça, c'est relation fournisseur. On a dit qu'il faut regarder la base des fournisseurs et comment est-ce qu'on les gère. Donc, les fournisseurs locaux, ils vont prendre une nouvelle importance. Chez Engie, on regarde les total cost of ownership. Donc, les prix, c'est toujours important, mais on va mettre dans les calculs des coûts quels sont les risques d'avoir un fournisseur unique qui est à 20 000 km
avec 6 semaines ou 4 semaines de livraison par rapport à une commande. Je pense qu'on va réfléchir à ça et ces risques, il va avoir un coût. Et on va intégrer ça dans l'équation des sélections et des fournisseurs. Et peut-être on va dire, il va falloir que je développe mieux mon réseau local. Le fait d'avoir un dual supply, un double fournisseur pour le même matériel, de s'assurer qu'on garde un contact et qu'on gère des fournisseurs majeurs et des fournisseurs critiques de façon constante, qu'on garde la communication, qu'on est capable de comprendre si jamais ils ont un problème, quels sont leurs engagements pour les 12 prochains mois. Et ça, c'est important parce qu'il y a tellement de chamboulements des commandes dans les 6 derniers mois qu'il y a toujours un transfert des engagements qui est en train de se faire vers les 12 prochains mois. Est-ce que les fournisseurs ils vont être capables de livrer tout ce qui s'arrive dans les livres des commandes? Est-ce que c'est dans la production ou est-ce que c'est aussi dans fournir de l'expertise? L'autre chose qui va être très important, c'est d'anticiper dans les cas qu'un fournisseur a disparu. Et là, c'est à nous d'aller voir nos fournisseurs majeurs et nos fournisseurs critiques, essayer de comprendre quelle est leur chaîne, leur supply chain, leur chaîne d'approvisionnement. Et de voir est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un fournisseur qui aura fermé, qui aura disparu, qui aura dit « moi, je ne peux plus, que l'expertise n'est plus là ». Bon, si vous êtes dans les domaines de l'électronique, c'est quelque chose à vérifier parce qu'il y a des fournisseurs qui sont pas très grandes avec des expertises ou des capacités très niches. Il faut vérifier que tout est là. Que si jamais une carte électronique que je commande et c'est souvent 2-3 semaines, bah peut-être si je la commande aujourd'hui, il faut me dire peut-être c'est 3-4 mois. Il faut vérifier tout ça et il faut voir avec quel fournisseur. Et je vais dire tous les petits, les moyens fournisseurs avec lesquels il faut faire un partenariat pour assurer qu'ils puissent continuer dans le business et aussi ça c'est nous, Engie, qu'on revient tout au long de la liste des clients et que s'il y a quelqu'un d'une des centrales qui appelle, nous, on a fait qu'on a besoin. De façon très transversale, okay? On parle, j'ai encore fait je fais du focus, je stresse sur la collaboration, il faut qu'il soit agile, il faut qu'on pense à l'idée out of the box. C'est ça. Je pense que tout le monde l'a dit. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plus des plateformes, des partager au-delà des sociétés? Est-ce que je peux mettre mon stock à disposition des partenaires externes? Si j'ai un stock qui est disponible, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on fait déjà dans la région et qui marche très bien. Donc là, on est en train de les digitaliser et on commence à mettre tous les stocks de nos centrales en commun, de telle façon que si on a une demande en urgence, il ne faut pas envoyer des emails, on a accès à cette pôle des informations qui sont et des pièces qui sont là, au lieu d'envoyer des emails. Ok, donc on va essayer de fermer un peu et sortir cette boule et faire un pari, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain pour l'avenir? Bon, les achats, on a démontré qu'on peut contribuer et qu'on arrive à contribuer et qu'on est un partenaire à s'asseoir à table. Il faudra que ceux qui sont dans les achats, on démontre et qu'on reste à table. Pour les restes des fonctions, c'est un partenaire à tenir en compte pour trouver des solutions à court, mais aussi à long terme. Il faut aussi penser que les experts ils vont rester plus long terme dans leur poste actuel. Les jeunes
talents, ils vont changer de forme. Donc, je me pose la question aussi, s'il faut que j'engage un nouvel acheteur aujourd'hui, est-ce qu'il aura les mêmes profils qu'il y a 6 mois? Peut-être je vais être beaucoup plus attentif à quelle est l'affinité pour la digitalisation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de parler, est-ce qu'il est capable d'écouter, qu'il arrive à communiquer? Bon, il a déjà utilisé SAP, ça c'est très bien, mais est-ce que utiliser SAP, utiliser un ERP, c'est peut-être aujourd'hui ce que je recherche dans quelqu'un dans mon équipe, mais quelqu'un qui soit très versatile, très agile. Il va falloir qu'on réfléchisse à la digitalisation. Les dernières années, on a parlé de la digitalisation partout. Il faut que les outils qu'on décide de mettre en place soient des outils qui démontrent avoir une valeur ajoutée. Ce n'est pas la digitalisation de façon sauvage, donc il faudra revoir quand on fait un ERP ou quand on fait un système, un document management system. Il faut vraiment penser comment est-ce qu'on va l'utiliser et est-ce qu'il y a vraiment la valeur ajoutée. On va tous trouver des problèmes. Donc, la charge de travail, ce n'est pas seulement que dans les achats. Quand je discute avec mes collègues de la finance, c'est un peu pareil. Donc, on va voir beaucoup des choses qui vont arriver de façon urgente. L'objectif ici, c'est essayer de planifier et de prévoir en avance autant qu'on peut, de telle façon que quand on va arriver dans les mois dans lesquels nous, on va être très occupés à faire la maintenance, on puisse faire face à toutes ces urgences et situations complètement inattendues qui vont apparaître. On a parlé de la pollution locale, qui est très important, et l'optimisation de l'expertise interne. L'expertise interne, quelles sont les choses qu'on peut faire en interne dans les cas que je ne trouve pas un fournisseur. Et peut-être il y a des choses critiques qu'on donne à quelqu'un en externe, parce que c'est facile à faire, et peut-être il faut voir avec notre management quelles sont ces compétences clés qu'on veut garder pour nous. Voilà, il faudra peut-être créer des experts en interne. La gestion des stocks, ça va être très important. Et comme j'ai dit, peut-être think out of the box. Ce n'est pas seulement dans ma société, dans mon entreprise, dans mon scope. Est-ce que si jamais j'ai une urgence, je peux appeler, comment est-ce que je fais pour partager à quelqu'un qui est à côté de moi, avec lequel je n'ai pas des contacts ou une relation contractuelle. Et ce qui va être aussi important, c'est établir une relation de confiance avec nos fournisseurs pour essayer, dans les cas dans lesquels on se retrouve dans une urgence, de trouver une solution vite. Donc, voilà, ça c'est nos paris. Et là, j'ai vu qu'on n'a pas eu des questions dans le chat. Et là, je vais inviter, soit vous pouvez poser vos questions dans la boîte de conversation, et sinon, soit vous levez la main, soit vous ouvrez votre micro et vous pouvez poser la question. J'ai Brigitte qui travaille avec moi dans le département communication qui va m'aider à gérer ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous avez des commentaires, des points qui n'ont pas été clairs ou des choses que vous voulez que je repasse, que je répète, hein? Okay. Moi, j'ai une question. Oui, Hélène. Je comprends que le renforcement de la confiance et des relations avec les fournisseurs est un point tout à fait critique. Quand on écoute les présentations d'autres grandes entreprises et même des plus petites et dans d'autres secteurs que le vôtre, ils sont convaincus de la même chose. C'est là-dessus que repose, j'allais dire, la compétence, enfin la capacité de surmonter d'autres crises
ou d'optimiser l'activité dans les mois qui viennent. Alors, comment on fait concrètement pour renforcer la confiance avec les fournisseurs? Qu'est-ce qu'on fait de plus qu'on ne faisait pas avant? On ne faisait pas avant. Alors, bon, déjà, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de relations fournisseurs-entreprises, supply relationship management, avec tous nos fournisseurs. Donc, la première chose, il faut sélectionner quels fournisseurs ils sont critiques et stratégiques pour moi. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est quelque chose que normalement, on devrait faire avant. OK. Et donc là, il faut voir quels sont les systèmes que nous avons aujourd'hui des communications. Est-ce que c'est un quarterly business review? Est-ce que c'est un annual business review? Comment est-ce qu'on communique avec eux? Et là, par rapport à l'importance de leur contribution dans les business, c'est ce que nous avons fait, c'est on a mis avec ces fournisseurs stratégiques, on a mis des réunions tout de suite, presque dès la première semaine, dans lesquelles on a eu des gens clés, des opérationnels, la finance et bien sûr les achats et des gens des terrains pour dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce que vous commencez à voir la problématique. Donc, on a ouvert un canal de communication dès le départ c'est beaucoup de travail. Avec plusieurs fournisseurs et on a gardé ça en récurrente. On a fait ça d'une façon régulière tous les 3 semaines avec ces fournisseurs. Ça, c'est un. Et la deuxième chose qu'on avait fait, c'est pour ce type d'activité critique dans nos sites, on avait fait ce qu'on appelle un bottom-up, c'est tous les problèmes qu'on avait, on les récupérait. Et donc, on faisait un mix dans ces réunions, des traités des problèmes génériques, des échanges d'informations et aussi comment est-ce qu'on résout des problèmes très ponctuels. Donc, c'était pas une question de dire je n'ai pas une situation qu'on a eue au Koweït, on a eu un problème technique et on n'arrivait pas à faire venir un expert pour regarder la machine. Au niveau du Koweït, c'était un peu bloqué. Donc, une fois qu'on l'a remonté, avec la maison mère ici sur Dubaï, on a trouvé une solution dans laquelle, en remote, et on a trouvé un expert d'une boîte externe qui a aidé à faire ça. Bon, ça, c'est peut-être au niveau de la centrale, ils ne seront pas arrivés à avoir un montage de solutions comme ça. Et ça a été, en travaillant avec les gens en local et les gens de la centrale, qu'on a dit, bon, c'est une situation exceptionnelle, il faut trouver une solution exceptionnelle. Et ça a fonctionné. Donc, ça c'est au concret. L'autre chose qu'on a fait, Hélène, c'est on a essayé dès le départ de garder tous les paiements d'une façon très, très ponctuelle, de telle façon que quand on a pris le téléphone pour appeler un fournisseur et dire « j'ai besoin de ça pour demain », on n'avait pas en réponse « oui, mais j'ai encore des factures ouvertes depuis plus de 3 mois », par exemple. Donc, ça n'a pas été facile. C'est des actions concrètes. Je ne sais pas, est-ce que ça, tu veux encore plus aller concret? Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement une présentation et des réponses pragmatiques, j'allais dire, de terrain. Et ce que tu m'as dit me convient. Je veux dire, il n'y a plus qu'à. Non, il n'y a plus qu'à. Non, ici, c'était pas cru. On prenait les problèmes de terrain et avec le management, on les passait un par un. Et si les équipes locaux, ils arrivaient à les gérer, tant mieux. Et sinon, on venait simplement avec les gérants des 2 sociétés au niveau du Moyen-Orient. OK, bon, qu'est-ce qu'on peut sortir, quelles décisions il faut qu'on prenne, que les gens du terrain, peut-être, ils ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire un fournisseur, on a un expert externe qui vient faire une réparation sur un équipement. Il faut
quand même bien gérer ça. Oui, oui, tout à fait d'accord. Bon, merci Carmen. Pour moi, ma bonne réponse à ma question. Est-ce que d'autres participants ont des questions, y compris sur le futur ou sur la crise qu'on vient de vivre? Écoute, Hélène, Hein? là, je te passe la parole, je te laisse faire les rapports. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, je remercie de nouveau NJ pour le temps passé pour la préparation de cette présentation et Carmen qui, même dans cette période un peu remonte encore maintenant, nous a fait le plaisir de bien pouvoir partager son expérience. Et je remercie tous les participants. N'hésitez pas, si des questions vous viennent par la suite, à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.